Salut à toutes, salut à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur Légendes des jeux télé et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, vous l'avez vu, en ce 5 octobre 2021, le coup de tonnerre, il a retenti et après un parcours incroyable, j'ai face à moi le champion du monde en solo dans un jeu télévisé. Il a remporté 251 victoires, Bruno, en 252 participations. C'est une histoire de fou. Le million d'euros a été franchi, 1 026 017 euros pour être précis. C'est un truc de fou. C'est une histoire de dingue. C'est un sacré grand champion que j'ai face à moi. Vous pouvez bien sûr le retrouver en tête de tous les classements sur legendesdesjeuxtélé.com. Mais bon, on va y revenir un peu plus tard. C'est Bruno que j'ai à mes côtés. Bonjour Bruno. Bonjour. Ça va et toi? Mais ça va très bien. Ah, ça fait plaisir de t'avoir pour cette nouvelle interview car on s'était vu pour rappel en mars dernier. Ça fait un moment. Ça fait plusieurs mois. Ouais, ça fait plusieurs mois. Il s'est passé plein de choses. Tu as remporté donc beaucoup plus de victoires parce que tu en avais une cinquantaine à l'époque, tu avais un peu plus de 250 000 euros à l'époque de gains et de cadeaux, donc ouais, il y a eu une sacrée évolution. Tu as tous les records possibles et imaginables, excepté ceux de France Télévisions, vu que tu as remporté sur TF1, mais c'est incroyable, tous les records. Comment est-ce que tu vis tout ce succès incroyable qui t'est arrivé, Bruno? Finalement assez bien, parce que je dis souvent que c'est pas comme un gagnant du loto qui recevrait d'un coup un chèque et c'est la panique, qu'est-ce que j'en fais, etc. Là, j'y suis depuis le 20 janvier, donc il y a quand même eu plus de 8 mois et demi d'aventure quotidienne, etc. Donc finalement, on fait les émissions les unes à la suite des autres. Et finalement, on réfléchit pas trop en termes de records, de gains, etc. C'est juste on voit les échéances qui se rapprochent. Ouais. Et d'abord, on voit que, on rattrape Xavier, on rattrape Bruno, Hakim, etc. Et puis après, on se dit, et finalement, allez, Eric est plus très loin, et puis Marie-Christine, et puis record du monde, etc. Donc finalement, les choses se font assez naturellement, sans se mettre d'objectifs, sans stresser. Donc finalement, je l'ai assez bien vécu, parce que comme ça s'est échelonné sur quasiment 9 mois, c'est devenu mon quotidien, ma routine. Donc ça, j'ai eu le temps de bien digérer tout ça, bien processer. Donc ça s'est super bien passé. Ah, c'est formidable, franchement. Donc un sacré beau parcours auquel tu peux être très fier. Il y a donc eu cette défaite, ce coup de tonnerre aujourd'hui. Comment est-ce que tu as vécu cette défaite aujourd'hui? Mais bizarrement bien, parce qu'en fait une de mes craintes c'était d'avoir des regrets, puisqu'on le sait, il y a plein en tout cas dans les 12 coups de midi, il y a plein de maîtres de midi qui partent en se disant mais pourquoi j'ai fait ça, etc. Et si j'étais parti en duel, c'est-à-dire que soit moi je passe dans le rouge et je défie quelqu'un, je me serais dit, mais pourquoi, si je suis passé dans le rouge, ça veut dire que j'ai fait 2 erreurs, donc ça arrive quasiment jamais. Donc là, je l'aurais mal pris. Si j'avais été défié en duel, je me serais toujours dit, mais pourquoi j'ai pris cette proposition et pas l'autre? Là, au moins, je me dis, c'était un coup fatal. En plus, les 2 chronos sont ultra serrés, les 2 arrivent à 0, ça se joue sur le gong, etc. Donc au moins, je peux me dire, j'ai pas de regrets, je vais pas me dire pendant 6 mois, mais pourquoi j'ai fait telle bêtise? C'est juste que le hasard il a été meilleur que moi. Moi, j'ai bien répondu, j'ai pas fait de grosse erreur, mais lui aussi a bien répondu. Soit le hasard des questions plus courtes pour lui, soit il a été plus rapide, etc. Donc au moins, finalement, je me suis dit, quitte à partir, je préférais que ça parte comme ça, quelque chose où j'aurais pas de regrets. Un coup fatal où les 2 arrivent à 0, donc je me dis, il a été meilleur que moi, au moins pas de regrets. Et du coup, non, je le prends très bien. Et puis de toute façon, il fallait que ça s'arrête, puisque moi, j'ai toujours dit que c'était une parenthèse, donc il y a un début et une fin. Alors, c'était une très longue parenthèse de presque 9 mois, mais je savais qu'un jour, j'allais perdre quoi qu'il arrive. Donc, au moins, ça s'est fait dans les conditions qui, pour moi, étaient optimales. Donc pas de regrets et j'ai très bien digéré cette défaite. Forcément, quand il y a un tel parcours qui se présente, il faut après digérer un peu tout ce qu'on a vécu, y repenser... Et relâcher un peu cette pression. Une pression que tu me disais lors de la dernière rencontre qu'on a faite au mois de mars, lors de notre première rencontre, tu avais indiqué que tu ne te mettais pas de pression justement tout le long, que tu essayais de, comme tu dis au début de l'interview là, y aller étape par étape, prendre les émissions les unes après les autres. Sauf que depuis, tu as vachement avancé, tu t'es rapproché petit à petit du record de Paul, puis tu as dépassé, puis Eric, puis après tu as visé Marie-Christine, puis million, il s'est passé tout plein de choses. Est-ce que quand tu t'es rapproché de ces grands caps, Paul, Eric, Marie-Christine, il y a eu une petite appréhension qui s'est installée quand même ou pas? De ma part, moi je voulais pas m'en mettre parce que je me dis c'est le meilleur moyen de perdre. Dès qu'on se met un objectif, une pression, on est focalisé que sur ça et on oublie un peu tout le reste. Et franchement, pour gagner un jeu télé, il faut être tout le temps concentré, être à l'affût des pièges, etc. Donc si on commence à réfléchir, alors attends, il ne reste plus que 8 émissions, etc. Je me suis dit on s'en sort pas.
Mais après, ce qui se passe, c'est que quand même, les gens autour en parlent, que ce soit Jean-Luc dans l'émission, que ce soit les médias ou autres. Forcément, quand on est à 10 émissions du record de l'émission, puis à 10 émissions d'un record du monde, forcément, autour, il se crée quelque chose, les gens sont à fond, etc. Donc, il y a quand même une pression qui se met. Donc, c'est sûr que c'est ça qui est pas facile à digérer. Il faut essayer de rester concentré, etc. Et donc, peut-être qu'à l'approche des records, j'étais, on va dire, un peu moins fun dans les émissions parce que j'étais vraiment concentré en mode, alors maintenant, il faut pas perdre, maintenant, on donne tout, etc. Et donc, je disais, je donne pas d'objectif dans le sens... si j'avais perdu juste avant Eric ou juste avant Marie-Christine, je m'en serais pas voulu, parce que j'aurais quand même dit j'ai fait un parcours dingue, de pas être le premier, c'est pas trop grave. Mais quand même, on se mettait un petit peu, il y avait une certaine pression qui se rajoutait. Donc voilà, moi c'était plus dans une optique, bon si j'y arrive c'est du bonus, vraiment c'est super, mais quoi qu'il arrive, il n'y avait pas mort d'homme si jamais j'atteignais pas tous ces différents records. Donc voilà, j'essayais un peu de repousser toute la pression, mais c'était pas facile. Forcément, naturellement, il y a tellement d'enjeux que tu es obligé d'avoir ce petit stress de est-ce que je vais y arriver. Eh ben, tu y es arrivé, hein, jusqu'au bout, jusqu'au sommet des sommets. Donc, depuis qu'on s'est rencontrés la première fois, tu as remporté presque 200 émissions de plus, pas loin de 800 000 euros de gaz et de cadeaux en plus. Tu as indiqué à l'époque vouloir faire des voyages, surtout rembourser un crédit. C'est ce que tu nous avais dit. La question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tes projets avec l'argent, ils ont évolué avec la masse d'argent qui s'est cumulée? C'est pas exactement 1 million d'argent, vu qu'il y a eu des cadeaux en plus, mais quand même, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah bah oui, complètement. C'est des dizaines d'années de salaire, c'est quand même énorme. Un truc de dingue. Pour l'instant, vu que ça vient de se terminer, j'ai pas encore le recul de me dire qu'est-ce que je vais en faire, etc. Donc je pense que va falloir que je fasse des rendez-vous avec la banquière, que je calcule exactement combien j'ai gagné, etc. Donc je pense que quoi qu'il arrive, ça va, le gros de ce que j'avais prévu va pas changer. C'est peut-être plus à une autre échelle. Voilà, peut-être maintenant faire plus d'investissements locatifs, peut-être acheter des appartements pour les mettre à louer, etc. Et quoi qu'il arrive, en garder de côté pour des cadeaux, famille, voyage, etc. Mais voilà, je pense que quoi qu'il arrive, je vais placer quasiment tout ce que j'ai gagné. Voilà, sûrement peut-être acheter des appartements pour des investissements locatifs, le reste en banque, etc. Mais voilà, je vais pas me dire allez maintenant je fais des grosses folies, j'achète des trucs de dingue parce que j'ai les moyens. Je pense que je vais quand même rester terre à terre, faire des investissements, garder de côté pour me faire plaisir, faire des cadeaux, des dons, etc. Mais sinon, voilà, disons qu'il n'y a pas un gros projet qui s'est débloqué en se disant génial, maintenant je peux me payer ça. Non, voilà, je pense plus des investissements. Voilà, c'est ça qui va m'occuper peut-être dans les semaines ou les mois à venir. Faire toutes ces recherches immobilières, tout ça, mais ça, c'est intéressant comme projet, moi j'aime bien. Carrément, carrément. C'est cool que tu aies une vision comme ça sur l'avenir avec tous ces projets, ça fait vraiment plaisir. Alors, quand on s'est rencontrés, tu étais toujours en activité, bon, quelques temps après, tu as été licencié par ton entreprise. Depuis, où est-ce que tu en es d'un point de vue professionnel? Est-ce que tu as des nouveaux projets? Peut-être travailler dans la télévision? Peut-être que de voir l'envers des décors t'a donné envie de te rapprocher encore plus? Est-ce que certains précédents grands champions espéraient que ça leur arrive? C'est arrivé par exemple pour Christophe de Tout le monde prendre sa place, qui est devenu animateur pour la radio par exemple. Est-ce que tu as d'autres ambitions ou pas? Je me suis pas encore trop posé là-dessus, parce que du coup, quand j'ai quitté l'entreprise, j'ai considéré que c'était un mal pour un bien, et je me suis dit, maintenant je me concentre à fond sur les 12 coups de midi, je mets tout mon temps, mon énergie là-dedans. Du coup, j'ai pas du tout fait de recherche de travail, etc. Donc tant que j'étais dans l'émission, j'étais concentré sur ça. Donc là, maintenant que ça se termine, je me retrouve avec beaucoup de temps libre du jour au lendemain. Donc je pense que comme je disais, déjà acheter des appartements, les mettre en location, tout ça, ça va me prendre du temps. Et après, je me dis que de toute façon, même si j'ai gagné plusieurs années de salaire, quoi qu'il arrive, j'ai pas non plus gagné. Je suis pas multimillionnaire à pouvoir me dire allez, je suis rentier tranquille. Et puis de toute manière, même moi, pour mon bien-être. J'ai 30 ans, je peux pas attendre pendant 50 ans à me dire je vais faire des grasses mat tous les jours. Mais je me suis pas du tout penché sur qu'est-ce que je peux faire de ma vie, L'avantage, c'est que là, j'ai du temps pour voir venir. Et c'est clairement un luxe que pas beaucoup de gens ont dans leur vie, de se dire, pendant plusieurs mois, je peux prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime faire. Et c'est vrai que c'est rare dans la vie, on a toujours un loyer à payer, un crédit à rembourser, on est obligé de rechercher du travail. Là, je peux me dire, au moins, je prends le temps de chercher ce que je veux faire. Alors c'est vrai que je suis un peu passionné par la télé, les jeux télé. Bon après comme j'ai le record d'une émission, je sais pas trop parce que j'imagine que les 12 coups midi vont vouloir que je revienne à chaque combat des maîtres, etc. Peut-être. Donc je pourrais pas vraiment travailler en démol par exemple parce que sinon il y aurait conflit d'intérêt, je pourrais pas venir faire les champions, etc.
Donc à voir. Voilà, je vais vraiment me laisser le temps de réfléchir à ce que je veux faire, ce que j'aime faire, et comme ça, voilà, prendre un job qui me plaît, même si c'était pas forcément le salaire que j'espérais ou autre. Là, l'avantage maintenant, c'est que j'ai plus de problème là-dessus, donc je peux vraiment faire ce que je veux, ce qui me plaît. Donc pour l'instant, pas d'idée, mais je vous tiendrai au courant dès que je trouve quelque chose. Mais voilà, pour l'instant, un petit moment de repos déjà, ensuite investissement, et puis après on verra bien. Eh ben écoute, on va voir un peu. En tout cas, c'est top que tu aies gagné tout ça pour pouvoir prendre vraiment de la distance et y voir plus clair pour la suite. Carrément. Des belles perspectives et que tu gardes surtout la tête haute, enfin la tête, oui, les pieds sur terre. Les pieds sur terre, quoi, malgré tout, parce que c'est vrai que quand on gagne beaucoup d'argent, des fois, ouais. On peut, voilà. Voilà, l'avantage, c'est comme je disais, c'est pas le loto, c'est comme ça s'est échelonné sur 9 mois. Oui. Et qu'en démol, ils payent à la fin de chaque mois. Du coup, c'est comme s'il y avait un salaire, alors un énorme salaire que j'ai jamais eu, que j'aurais plus jamais dans ma vie. Mais finalement, tous les mois, il y avait une rentrée d'argent. Du coup, ça permet un petit peu de s'organiser et puis de garder une notion de travail, même si c'est pas un travail. Oui. Mais au moins, il y avait une logique de je vais en démol le matin, je fais mes heures, je reçois de l'argent. Et du coup, voilà, on garde un peu plus les pieds sur terre. C'est pas genre le loto, oui, mais voici votre chèque d'un million, débrouillez-vous. Donc voilà, il y a quand même, je suis bien entouré, ma famille, mes proches. Quoi qu'il arrive, on a la valeur de l'argent, donc je pense que voilà, je vais pas tout claquer, essayer de percevoir des rentes mais oui, garder les pieds sur terre parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà, je suis pas devenu une star internationale, donc ça va le faire. Ah, peut-être qu'il y aura le Guinness Book. Ah, peut-être. Ah, peut-être, on va voir. Voilà, je crois, ça prend un petit moment. Hein. A priori, ces histoires d'homologation, déjà il faut payer. Il faut ensuite fournir des articles qui justifient que, etc. Ça prend tout un temps. Donc, je sais pas à quelle démarche. Je crois qu'en démol, de toute façon, est partant pour faire les démarches. Donc, on va bien voir le temps que ça met. Je me souviens que ça serait pour mon ego, ma petite fierté. Si elle me peut-être dans le Guinness Book, ça serait cool. Ça serait fantastique, c'est clair. On va te rappeler un souvenir. Marcel Amont. Ouais. Voilà, une étoile qui était difficile à trouver pour toi. Justement, on en parlait lors de la première interview, que tu espérais ne pas tomber sur une étoile qui serait difficile. Ah, j'avais déjà dit ça à l'époque. Tu avais dit ça à l'époque, tout à fait. Ah, parce que je me rappelais de Paul avec Michel Thor et d'Eric avec Enjoy Phoenix, où ils avaient bien galéré. Oui. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'aurais eu les deux. Enjoy Phoenix, évidemment, et Michel Thor, je reconnaissais. D'accord. Et là, quand Marcel Amont alors déjà, après, je suis allé sur Google Images, ils n'avaient pas pris la meilleure photo de Marcel Amont, quand même. D'accord. Parce que quand tu vas sur Google Images, cette tête me parlait déjà quand même, j'aurais su tout de suite que c'était un chanteur, un peu âge tendre, etc. Et là, j'ai vu cette tête et je me suis dit, mais vraiment, et genre le malaise, parce que Jean-Luc qui commence à dire, alors appelez pour gagner les cadeaux, et moi je suis bah non, n'appelez pas, parce que je vais pas l'avoir. Et c'est horrible ce blanc quand on me dit, enfin je suis désolé, j'ai même pas de nom à vous proposer, je découvre la tête, je sais pas qui c'est. Et il m'a fallu, 3 émissions. Bon, après, vu la tête, je me doutais que c'était une personne d'un certain âge. Et du coup, je me suis dit, allez, on part sur les chanteurs âge tendre et tête de bois. Et j'avais fait Franck Alamo, Salvatore Adamo, etc. Et ensuite Marcel Amont. Et j'étais, enfin. Mais oui, non, assez compliqué. Bon, après, c'est le jeu, parce que moi, j'avais eu la chance, les premières étoiles, d'avoir des noms qui me correspondaient un peu plus. Voilà, par exemple, Pierre Ninet, Caroline Receveur, c'était un peu plus ma génération. Et puis il en faut pour tout le monde, parce que je pense que Caroline Receveur, il y a quand même une grande partie du public qui l'aurait jamais reconnue. Voilà, c'est des trucs un peu plus générationnels. Bon, c'est ça qui fait la magie de cette émission, c'est qu'on peut passer de Caroline Receveur à Marcel Amont. Donc vraiment le choc des générations. Mais bon, en même temps, j'ai trouvé 9 étoiles. Sur les 9, c'était sûr qu'il allait en avoir au moins un ou une qui était pas trop dans mon champ de connaissances. Bon, ça va, c'est arrivé qu'une seule fois de pas reconnaître la tête. Donc au moins je suis rassuré. Mais c'est pour savoir comment tu l'as vécu, je veux dire, sur le moment. T'es un peu gêné parce que tu sais que Jean-Luc va toujours dire il a trouvé, appelez, et puis toi t'es en mode mais non, je ne sais pas qui c'est. Et puis en plus avec le décalage des émissions entre les tournages et la diffusion, plein de gens qui t'écrivent en te disant c'est sûr, c'est Marcel Amont, et toi t'es oui je sais, mais c'était il y a 2 mois que je l'ai trouvé, donc et donc les gens pendant 2-3 jours qui se disent mais il est bête, on le lit partout sur internet que c'est Marcel Amont, et donc à chaque fois obligé d'expliquer mais oui mais ça a été enregistré il y a 2 mois donc personne pouvait m'aider. Mais non, c'était un peu dans ma liste des étoiles, c'était la plus compliquée, mais bon, c'est le jeu et on pouvait pas, déjà sur 9, il y en a 4 ou 5, ça dépend si on compte Thomas Dutronc avec une seule case, que j'ai trouvé avant le dénouement, enfin, en tout cas 4 que j'ai trouvé vraiment alors qu'il restait plusieurs dizaines de cases. Oui, quand même. Donc quand même, c'est déjà une belle fierté. Et bon, j'ai Marcel Amont qui fait plomber toutes mes stats. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Et du coup, depuis, j'ai écouté Marcel Amont. Je me suis renseigné sur lui, il vient de la même région que moi, les Berges. Mais voilà, bon, l'essentiel, c'est de finir par trouver
Et c'est vrai que voilà, Eric il a eu ça, Paul aussi, voilà, tous les plus grands maîtres de midi, ils ont eu leur petite étoile non reconnaissable. Et voilà, moi c'était un Salamon. Tout à fait, tout à fait. Il faut noter, hein, j'ai oublié de le dire, que tu détiens le record du nombre d'étoiles remportées. Eric en avait 7. Et oui. Du coup, j'en ai eu 9. On n'est pas passé loin de la 10e quand même, parce que ça se joue à 6 cases. À 6 cases, ouais, c'est pas grand chose. Hein. Mais bon, c'est le jeu. C'est déjà énorme, 9 étoiles. C'est énormissime. Exactement, on va pas se plaindre. C'est plein de belles réjouissances, plein de cadeaux que tu vas faire à tes proches. Donc il y a eu ce petit passage, je voulais y revenir parce que quand même c'était, c'est quand même, on était tenus en haleine. On se disait mais comment est-ce qu'il va faire? Donc il y a eu ça, mais il y a également eu d'autres moments très agréables et moins agréables, on va dire, des moments forts et moins forts durant tout ton parcours. Est-ce que tu pourrais y revenir? Je veux dire, quels ont été les meilleurs souvenirs et les souvenirs un peu plus difficiles? Par exemple, à l'approche de la 100e participation, on sentait que tu commençais à fatiguer, par exemple. On se demandait. Puis finalement, tu as rebondi et... Mais c'est par vague, ou c'est peut-être aussi les objectifs, puisque juste avant Eric et juste avant Marie-Christine, en fait, les 4 fois où je suis passé dans le rouge, quasiment à chaque fois, c'était... une fois, c'était juste avant Eric ou Marie-Christine, je sais plus, mais enfin, genre vraiment 5 émissions avant. La dernière fois, c'était vraiment juste avant le million. Donc c'est un peu ce qu'on disait sur le fait de se mettre des objectifs, la pression. On est plus concentré, on perd ses moyens, etc. Et oui, moi je pense que de toute façon, un plus mauvais souvenir, c'est clairement toutes les fois, les 4 fois où je suis passé dans le rouge. Ah oui. Puisque, du coup, à chaque fois, en tout cas, moi je le vivais vraiment comme une défaite, comme si j'étais éliminé. Et quand on défie une personne et qu'elle se trompe, limite, évidemment, on n'est pas content en mode yes, je reste, mais plus j'étais en mode, non, c'est nul, c'est moi qui aurais dû partir, j'ai été nul, je me suis trompé, et du coup, ensuite, après, pendant tout le reste de l'émission, moi, je suis un peu en mode tirer la gueule, à bouder, j'ai essayé de me dire, allez, on se reconcentre, on se remotive, mais vraiment, j'avais plus d'énergie, j'étais tellement déçu de moi, etc. Donc, je pense que les 4 fois où je suis passé dans le rouge, c'était vraiment mes pires souvenirs. En plus, à chaque fois, il y avait de la gastronomie, c'était une catastrophe. J'ai eu les soupes, j'ai eu les verres, j'ai eu les cerises. À chaque fois catastrophe. Et non. Sinon, le bon souvenir, c'est peut-être soit toutes les rencontres, que ce soit les invités avec qui, vraiment des gens ultra sympas. Marie-Ange Nardi que j'adorais, qui est venue, Brice de Koh-Lanta qui a fait un petit coucou, Jean-Pierre Foucault quand à l'approche du million. Quand tu fais un visio avec Jean-Pierre Foucault qui te pose des questions, qui te donne des conseils. Franchement, c'est la classe ultime, quoi. C'est clair. Donc, mes messages d'anniversaire, j'ai eu Angoune, Kevin Meyer, etc., l'autographe de Mylène Farmer. Et en plus, et après, il y a tous les gens, des coulisses, on va dire, qui, on entretenait, on va dire, des rapports professionnels, même si eux, c'est leur travail, mais pas moi. Mais bon, quand tu vas tous les jours à un endroit depuis le 20 janvier, c'est déjà limite ton travail. Et je pense qu'il y en a plein avec qui on avait énormément de centres d'intérêt, que ce soit musicaux, la passion des jeux télé, la télé, on avait vraiment plein de sortes d'intérêts, donc je suis sûr qu'il y en a plein que je reverrai au détour d'un concert, d'une soirée, etc. Donc je pense qu'il y en a plein qui vont devenir des amis par la suite. Donc je pense que c'est ça peut-être les meilleurs souvenirs que vous avez pas vus, mais c'est toutes les rencontres avec les gens des coulisses, la régie. Donc le départ un peu émouvant évidemment parce qu'on quitte des gens qu'on côtoie depuis 9 mois, mais je pense que c'est ça mes meilleurs souvenirs, c'est toutes ces rencontres que j'ai faites. Oui, on sentait vraiment l'émotion avec toutes ces rencontres que tu as faites, mais également quand il y avait tes amis qui étaient présents sur le plateau, on sent que avec tes amis il y a une relation particulière. Oui. C'est vrai. Ils ont tous vécu en fait parce que maintenant comme il y a pas de public et qu'il y a ce système de visio, finalement ça fait aussi eux aussi ça fait 9 mois qu'ils vivent l'aventure. Parce qu'ils organisaient leur temps de travail en fonction des visios. Chaque semaine, j'étais en mode, alors si jamais je fais toute la semaine, vous êtes libre quand? Moi, mardi, machin, je fais. J'avais un papier, je faisais mon planning, etc. D'accord. Et puis à la fin, mon cousin Anthony, une de mes meilleures amies Flavie, il revenait très souvent. Et donc du coup, il connaissait les gens qui organisaient les visios, il connaissait Jean-Luc, il y avait des blagues qui revenaient, etc. Donc eux aussi, finalement, ils ont vécu une aventure pendant 9 mois un peu irréelle, puisqu'ils auraient jamais pensé faire 9 mois de visio d'un jeu télé, faire des blagues avec Jean-Luc, jouer de la musique en direct, etc. Donc j'ai clairement été bien entouré, ils m'ont bien soutenu, et puis ça aide vraiment, quand on n'est pas top d'avoir quelqu'un en visio qui nous soutient, puisque sinon ça serait quand même un petit peu mort, etc. Donc parfois je me retournais derrière juste pour les voir et me réconforter. Donc c'était vraiment une aventure partagée avec tout le monde. Donc du coup, une aventure que tu as vécue sans public finalement, à part les personnes en visio. Est-ce que tu as ressenti un manque de ne pas avoir de public? Est-ce que tu as une petite appréhension pour si tu fais d'autres émissions par la suite, d'avoir d'un seul coup du public qui arriverait, qui
Voilà, pour une ambiance différente sur le plateau. Bah, en fait, comme j'ai pas connu, déjà j'ai pas de manque forcément, parce que je me rends pas compte de ce que c'était avant. D'accord. Et enfin, moi j'ai envie de dire que limite ça m'avantageait, parce que comme je suis un peu plus introverti, ou que, enfin disons que moi j'ai un peu du mal quand il y a du monde, je suis plus en mode spectateur, j'attends de voir comment ça se passe, etc. Et là finalement c'était bien, parce qu'à part les visios, mais bon c'était 4 écrans, on s'en rendait pas compte, on est 4 candidats avec Jean-Luc, et même s'il y a la régie, les techniciens, mais ils sont un peu loin, cachés par le décor, donc finalement on est 5 autour d'un plateau, donc enfin j'étais beaucoup plus à l'aise puisque on discute avec les gens, enfin quand t'es que 5 ça va. Je me dis, je crois qu'il y avait je sais plus de 200 personnes dans le public, peut-être plus avant. Oui. Donc je me dis quand t'as entre 200 et 300 personnes qui te regardent, qui analysent ce que tu réponds, ce que tu dis, toutes les parties où on danse un petit peu, là j'étais en mode je m'en fiche, il y a 4 personnes qui me regardent. Bon en fait il y en avait 3,5 millions mais sur le moment tu t'en rends pas compte. Et donc je pense que le public ça aurait peut-être rajouté un stress supplémentaire. Et quand j'avais rencontré Marie-Christine de Tout le monde veut prendre sa place, parce qu'on avait fait une couverture ensemble, et elle du coup c'était le contraire. Elle a été championne quand il y avait du public, et quand elle est revenue pour une semaine spéciale, il n'y avait pas de public, puisque c'était la période Covid, et elle a dit que, enfin limite elle se sentait bien plus à l'aise, elle pouvait faire des blagues, parce qu'il n'y avait pas de jugement, elle disait c'était calme, déjà il n'y a pas du bruit en permanence, parce qu'il y a toujours des gens qui toussent, qui parlent, qui commentent, etc. Et elle disait c'était calme, silencieux, on entendait tout. Et donc moi c'est ce que j'ai connu pendant 9 mois. Oui. Et donc c'est vrai que si j'arrive et que d'un coup il y a un public et qu'il y a 200 personnes qui parlent, un chauffeur de salle qui met l'ambiance, peut-être que je serai pas tout à fait moi-même, en tout cas le même, parce que forcément les conditions sont pas les mêmes. Donc je pense que vu ma personnalité, j'ai quand même eu de la chance d'être quand il n'y avait pas de public. Mais après en tant que spectateur, j'admets que ça met quand même un peu plus d'ambiance, ça met plus de l'énergie, il y a plus de Jean-Luc qui peut réagir avec le public, etc. Donc j'imagine que tes spectateurs préfèrent avec du public. Et c'est vrai que moi j'étais bien content d'être dans cette bulle assez calme et isolée, quoi. Justement, on va faire la transition. On va parler de Marie-Christine. Tu l'as rencontrée via le magazine Télé Grande Chaîne. C'est vrai. Oui, j'ai pu constater sur le magazine. Donc on a eu la petite interview. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette rencontre justement? Est-ce que tu avais vu Marie-Christine en 2018 dans ton Prendre sa place? Ou est-ce que tu pourrais nous parler justement de cette rencontre? Alors je l'avais vue. J'avais pas vu toutes ces émissions, parce que, comme elle, je pense qu'elle a pas vu les 252 émissions que j'ai faites, et moi, j'ai pas vu les 218 qu'elle a faites, parce que on peut pas regarder tous les jours non plus, mais évidemment, j'avais suivi son parcours, et de toute façon, je suis fan de jeux télé, et même actuellement, tout le monde veut prendre sa place. Quand je révisais pour les 12 coups de midi, généralement le soir, je me mettais en replay l'émission, je prenais des notes, etc. Donc, de toute façon, je suis l'émission, donc je voyais très bien qui était Marie-Christine. Et oui, mais du coup, on s'était jamais rencontrés en vrai, parce que de toute façon, comme j'étais en tournage dans les 12 coups de midi, je pouvais pas faire d'autres jeux à champion, par exemple, etc. Donc, on n'avait pas eu d'occasion de se rencontrer. Donc, voilà, c'était le magazine avait organisé ça, un peu histoire de faire les deux recordmen ensemble, les deux passations de record du monde. Donc, c'était la première fois que je l'avais rencontrée, et c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Elle est tellement adorable, tellement gentille, tellement bienveillante. Limite, on est plus un truc qu'elle m'a dit, je suis content que tu prennes mon record du monde. Ah oui. On n'en parlera plus, maintenant c'est pour toi, etc. Et vraiment, et puis en parlant, évidemment, il y avait énormément de points en commun sur l'aventure qu'on a vécue, et on se retrouvait évidemment sur les trucs, on va dire pratiques de l'émission, le côté fatigue, le côté, souvent les gens ont du mal à comprendre la fatigue. C'est souvent on nous dit, vous travaillez pas à l'usine non plus, etc. Ce qui est vrai évidemment, et on se plaint pas parce qu'il y a des gens qui ont des conditions bien pires et pour un salaire moins. Mais il n'empêche que quand on arrive à 10h, qu'on part à 22h et qu'on est debout toute la journée à réfléchir, quand c'est pas notre habitude, c'est vraiment très très prenant. Et donc c'est vrai que voilà, il y avait au moins toute cette aventure, on avait vécu quasiment la même chose, on pouvait comparer et en même temps parler de nos différences, puisque la mécanique des émissions est pas la même. Elle, ça fait un moment qu'elle a arrêté, donc elle a du recul, etc. Donc du coup c'était vraiment super enrichissant. Je crois que notre discussion elle a duré 2 heures parce que, outre le journaliste qui nous posait des questions, nous-mêmes, on s'interrogeait nous-mêmes. Mais toi, comment t'as réagi? À quel moment t'en avais marre, etc. Donc c'était vraiment super intéressant tous les deux. Donc c'est vraiment quelqu'un de génial, de super sympa. Mais comme on voit à la télé, quand on voit à la télé, on se rend compte, on se dit elle a l'air ultra sympa et pas prise de tête. Voilà, elle est exactement pareil en vrai. De toute façon, je pense qu'on peut pas, quand on tient plus de 200 émissions, on peut pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre pendant autant d'émissions. Il y a forcément un moment, ça se voit. Donc voilà, donc elle est comme à la télé, détente, sympa, vraiment une super rencontre. D'ailleurs, à la maison, j'en profite, si vous voulez voir une interview de Marie-Christine, j'en ai fait une en 2020, voilà, vous pouvez retrouver sur l'onglet interview l'interview de Marie-Christine.
Donc pour voir un peu quel était son parcours à elle. En tout cas, c'était vraiment une bonne chose que tu puisses la rencontrer. Hein. Oui. Parce que quand même, c'était elle qui détenait le record. Tu l'as dépassé, c'est extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quand on s'est rencontrés en mois de mars, tu regrettais que Hugues ait perdu au mois de janvier pour pas qu'il y ait de champion en face de toi. Mais il y en a eu un. Finalement, quelques mois plus tard, il y a eu Samuel qui a triomphé dans le tournoi pour prendre sa place. La question, c'est est-ce que tu as pu suivre un peu son parcours est-ce que tu pourrais nous en parler un peu, nous dire ce que tu en as pensé, si tu le voyais aller aussi loin, si tu pensais qu'il irait encore plus loin, si vous avez pu échanger, peut-être? C'est vrai que voilà, on parlait d'Hugues, puisque du coup, quand déjà je disais que j'étais fan de jeux télé, donc les 12 coups de midi, tout le monde veut prendre sa place, je les suis à peu près quotidiennement. Évidemment, si j'ai pas le temps, je rattrapais pas forcément, mais en tout cas, je le suivais assez régulièrement. Et du coup, quand j'ai su que j'allais faire les 12 coups de midi, du coup, c'était en fin 2020. Du coup, j'étais encore plus à fond dans les révisions. Du coup, je regardais tout le monde veut prendre sa place, mettre des notes. Et du coup, j'ai eu Hugues pendant 2 mois où je le voyais. Enfin, il avait un super niveau, etc. Et comme je connais pas, pour tout le monde veut prendre sa place, l'écart entre la diffusion et les tournages, ça se trouve, il avait déjà perdu en fait en tournage et je le savais pas. Je me suis dit, mais ça serait drôle, peut-être que quand moi je commencerai, lui, il sera en parcours. Et bon, finalement, ça s'est chevauché à pas grand chose. Et ensuite, il y a eu un petit peu une valse de champions qui sont pas forcément restés plus d'un mois, etc. Et du coup, oui, voilà, je me disais, ça serait drôle quand même d'avoir un autre champion face à face. Et du coup, voilà, comme pour mes révisions, je continue à regarder tout le monde veut prendre sa place. J'ai vu Samuel arriver et perdurer. Voilà. Donc pendant ma fin d'aventure, j'ai eu Samuel qui m'a un peu accompagné. Et déjà, c'est surtout la gentillesse. En tout cas, à la télé, le mec, il est ultra souriant. Il a toujours le peps, la bonne énergie. Il fait toujours des blagues, des jeux de mots, etc. Donc, je me dis, il a l'air tellement souriant, fun et sympathique. Et puis, évidemment, un super niveau, parce que de toute façon, on tient pas aussi longtemps sans avoir un super niveau. Oui. Donc, voilà. Et puis, on s'était un peu écrit sur Instagram. C'est lui qui m'avait trouvé. Il m'avait félicité à je sais plus quel moment. Et du coup, je me suis dit, tiens, cette tête me parle. Je suis allé voir et je me suis dit, mais c'est lui. Et donc voilà, pareil, j'avais écrit pour lui féliciter de son parcours, etc. Donc pareil, quelqu'un que j'ai pas encore rencontré en vrai, je sais pas si ça se fera ou pas. Mais en tout cas, quelqu'un qui a l'air super gentil, super agréable. Et donc voilà, je suis content qu'on ait fait un peu un double parcours en même temps à la fin de mon aventure. C'était sympa. Quand même, hein. Quand même, il a fait plus de 70 émissions, quand même. Il a fait une partie de ton parcours. On a fait plus de 2 mois en commun. Quand même, hein. Et voilà. Et puis c'est cool, parce que je vais dire on est jeunes, je suis peut-être un petit peu plus jeune que lui. Mais enfin, en tout cas, on est tous les deux jeunes. J'ai envie de croire sympathiques et souriants. Donc je me dis, au moins, ça faisait une bonne période. Enfin, une période très bienveillante, très sympa. Donc je me dis, pour être spectateur, ça devait être cool. Voilà, ces 2 champions-là. Avec plaisir pour le rencontrer, il a l'air très sympa. Peut-être via des émissions telles que le Quiz des Champions, hein. Si toutefois tu venais à le faire, est-ce que tu envisages de faire une émission comme ça? Honnêtement, je sais pas, parce que déjà, il y a un aspect contractuel, et donc évidemment, tant que j'étais dans les 12 coups de midi, il était impossible que je fasse une autre émission, ça c'est évident, parce que je vais pas faire le midi, les 12 coups de midi, et le soir, un prime sur France 2, etc. Et du coup, là, les premières émissions ont été tournées, j'étais encore dans l'émission. Donc, évidemment, c'était impossible. Et ensuite, contractuellement, normalement, j'ai pas le droit de faire d'émissions dans les 6 mois qui suivent mon élimination. Donc là, voilà, on est le 5 octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. En théorie, jusqu'au 6 avril, je n'ai pas le droit de tourner quelque chose d'autre, sauf avec l'accord dans des molles. Donc, si c'est un autre jeu dans des molles ou de TF1, peut-être qu'ils autorisent. Mais en tout cas, voilà, jusqu'au 6 avril, j'ai pas le droit de faire de tournage. Donc, connaissant la différence entre les tournages et les diffusions, voilà, vous êtes tranquille. Vous allez pas me voir pendant au moins 7-8 mois, quoi qu'il arrive. Et puis, là, à l'heure actuelle, si on me proposait un truc, tout de suite, je dirais non, parce que je sors tellement d'une phase ça fait 9 mois que je suis à la télé tous les jours, quotidiennement. C'est tellement prenant de temps et d'énergie que je me dis, j'ai besoin déjà de me reposer, de me ressourcer. Comme je disais, j'ai mes gains à placer, etc. Donc, il faut quand même un peu que j'organise la suite de ma vie. Comme je le dis souvent, champion de jeu télé, c'est pas un métier, en fait. Alors, ça peut rapporter beaucoup, j'en suis la preuve. Et c'est un super hobby parce que c'est génial quand on est fan de quiz, se confronter aux autres et tout, c'est super. Mais ça reste une parenthèse dans ma vie et ça, j'en suis conscient. Et du coup, maintenant, mon but, c'est pas d'enchaîner toutes les émissions de télé possibles. Je pense que maintenant, il faut que je fasse une période de réorganiser ma vie. Voilà, placer l'argent, chercher un travail, qu'est-ce qu'on fait exactement.
Après, il faut jamais dire jamais, parce que j'ai l'impression que tous ceux qui ont fait des jeux télé, ils adorent et ils y reviennent souvent, etc. Oui. Donc, en tout cas, là, à l'heure actuelle, si j'ai des propositions, pour l'instant, je dirais pas tout de suite, on verra plus tard. Donc, voilà, faut jamais dire jamais. Mais pour l'instant, voilà, ma priorité, ça va être me reposer, me ressourcer, et on verra plus tard pour d'autres jeux ou pas. C'est sûr qu'il faut digérer tout ça. 252 émissions. Absolument. Ne l'oublions pas, c'est extraordinaire. D'ailleurs, tu te rapprochais des 300. Est-ce que tu t'étais imaginé un nouveau défi après la barbe? Non. Après, comme on se dit, se rapprocher des 300, il restait 50 émissions quand même. Se rapprocher. Oui, c'est vrai. Ça fait 1 mois et demi. C'est vrai que maintenant, j'ai atteint tellement des niveaux. Oui. C'est vrai que souvent, les gens, ils disaient comme limite, j'étais au 800 000. Les gens disaient, alors, objectif, le million. J'étais en mode, oula, calmez-vous. Là, pareil, les gens me disaient, objectif, ensuite 300. T'es là, oui, enfin, ça reste quand même 1 mois et demi d'émission. On peut perdre à tout moment. Et il y a plein de maîtres de midi qui ont un super niveau. Ils ont pas tenu 2-3 mois parce qu'ils ont fait une erreur d'étourderie, ils ont été défiés au mauvais moment, etc. Donc, franchement, à 250, à aucun moment je me disais on vise les 300. Peut-être que si j'étais allé jusqu'à 280, 85, là on aurait commencé à se dire plus que 15, plus que 20. Tu vois, ça se joue à 2-3 semaines, tu te dis pourquoi pas. Là, à 1 mois et demi, on s'est dit on va pas tout de suite se projeter, calmons-nous, quoi. Ça, c'était une question qui était posée par l'un des abonnés. J'ai proposé, il y a quelques semaines, de poser des questions sans dire que c'était pour l'élimination, en fait. Voilà, j'ai proposé de poser des quesons, il savait pas. Donc, il se demandait quel serait ton défi si tu y arrivais. Bon, voilà, l'histoire fait que, mais c'est déjà... On n'a pas encore, on s'était pas encore projeté sur la France entière. Non, mais voilà. C'est sûr que c'était encore lointain, de toute façon. Voilà, c'était juste pour le clin d'œil pour les abonnés. Je vous rassure, mesdames, messieurs, ça n'est pas terminé. Non. Nous en sommes arrêtés aujourd'hui à la moitié de l'interview. Il reste toute une autre moitié où je vais poser tout plein d'autres questions à Bruno sur son parcours, sur les évolutions à venir pour lui, sur ses projets, s'il veut participer par exemple à Fort Boyard, s'il a envie d'écrire un livre sur son parcours. Toutes les réponses à toutes ces questions, vous les retrouverez demain, juste après l'émission, où on va lui remettre ce chèque monstrueux de plus d'1 million d'euros. Quand même, ça le fait, plus d'1 million d'euros. Bruno est le roi des jeux télévisés. Pour ne pas rater cette deuxième partie d'interview, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche, ainsi vous recevrez une petite notification dès que je sortirai la deuxième partie de cette interview sur cette chaîne YouTube Légende des jeux télé. J'espère que cette interview vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour aider au référencement. Sachez également que pour retrouver tous ces classements inédits où Bruno a atteint la première position, la médaille d'or, je vous donne rendez-vous sur le blog légendesjeuxtélé.com. Vous retrouverez ainsi Bruno numéro 1 parmi les plus gros gars et durées victorieuses, tous jeux télé confondus évidemment, mais également parmi les hommes, parmi les 18-30 ans et sur TF1. Voilà pour les classements où Bruno a terminé en tête, mais vous retrouvez également bien sûr des classements qui associent les plus gros gains et durées victorieuses féminins sur France Télévisions, sur France 2 et sur France 3, où Bruno n'est pas en tête, mais il faut quand même saluer tous ces vainqueurs qui ont triomphé sur toutes les chaînes et qui ont triomphé parmi les femmes. Voilà, je vous donne donc rendez-vous sur légendesjeuxtélé.com avec tous les jours des petits articles que je mets en ligne et que je repartage sur les réseaux sociaux, à savoir sur le groupe Facebook où je repartage tous les jours le lien de ces articles où je montre l'évolution des plus grands vainqueurs sur ces classements. Sur Instagram, je repartage tous les jours la photo principale de ces articles en post. En story, je repartage un extrait de ces articles pour vous donner envie d'aller lire les articles complets qui se trouvent sur le blog. J'accompagne le tout à chaque fois de petits sondages. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour voter, à vous abonner bien sûr pour être certain de ne rien rater, au même titre donc que cette chaîne YouTube. Enfin, vous l'aurez compris, tout ce travail, tout ce projet Légende des jeux télé 5 ou pour me permettre de moderniser tout ça, de faire encore mieux finalement, n'hésitez pas à faire une petite contribution, à apporter votre pierre à l'édifice de ne serait-ce qu'1 euro sur Tipeee. Vous avez le lien en description sous la vidéo, tout comme les liens vous conduisant vers les réseaux sociaux et le blog. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien. Je vous dis à demain, mesdames, messieurs, pour la deuxième partie de cette belle interview de Bruno. Ciao!